Et si je vous disais qu'on fait des trucs tous les jours qui étaient absolument interdits avant, des trucs qui auraient pu vous faire jeter en prison, voire même... Squeak. Vous me croiriez ? Je vais vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, on va tout simplement parler des trucs qui étaient complètement interdits avant et qu'on fait tous les jours. Rien que la première a de quoi choquer, mais oui, siffler en public, c'était absolument interdit. C'est vrai que de nos jours, on le fait de manière plutôt innocente. On a un air dans la tête, boum, on le siffle. Mais à l'époque médiévale, c'était associé au désordre et surtout au danger. Dans certaines régions, notamment en Angleterre et en France, on pensait que le sifflement permettait soit d'invoquer des esprits, soit de communiquer en message secret avec des criminels. Et cette superstition a donné lieu à des lois strictes interdisant le sifflement en public, en particulier la nuit. Les autorités craignaient que les voleurs et les hors-la-loi n'utilisent les sifflets pour se signaler mutuellement lors de leurs activités illicites. C'est pourquoi cette pratique a été interdite après la tombée de la nuit. Dans certaines villes, quiconque était surpris en train de siffler la nuit pouvait être condamné à une amende ou tout simplement à une humiliation publique, par exemple en étant mis au pilori. Faut se rendre compte du truc. Le lien entre sifflement et activité criminelle était devenu si profondément ancré qu'il a perduré pendant des siècles. Même les marins qui utilisaient le sifflement comme moyen de communication à bord des navires étaient punis s'ils sifflaient au mauvais moment ou au mauvais endroit. Et bien que la loi ait disparu depuis longtemps, des vestiges de cette superstition subsistent encore dans certaines cultures, croyant que siffler à l'intérieur ou après le coucher du soleil porte malheur. Mais le pire, c'est que l'abrogation du sifflement en tant que tel n'est pas si vieux, tout du moins dans certains endroits du monde. Par exemple, à Petrolia au Canada, en 2009, c'était carrément interdit de siffler en public. Pourquoi ? Apparemment parce que ça perturbait la paix. Peut-être qu'ils avaient les oreilles sensibles, on sait pas. Mais disons que pour celle-là, on laisse passer. Pour la tranquillité d'esprit des gens, tant que c'est pas pour invoquer des démons. Se laver dans un bain. Au lendemain de la peste noire, il y a un truc qui était devenu assez suspect dans l'Europe médiévale, c'était la propreté. L'hygiène, c'était bof. On croyait généralement que se baigner, surtout dans les bains publics, ouvrait les pores du corps aux maladies et à la corruption morale. L'idée que l'eau pouvait affaiblir les défenses du corps a conduit à la croyance répandue que se baigner régulièrement était nocif. Et cette peur était aggravée par l'association des bains avec un comportement immoral, car beaucoup étaient liés à la prostitution et au péché. Au XVIe siècle, plusieurs régions d'Europe ont tout simplement interdit les bains publics et ont fortement déconseillé les bains personnels. Au lieu de se laver à l'eau, on encourageait les gens à se laver avec un chiffon sec, tout simplement. Et on les encourageait à utiliser des parfums puissants pour masquer certaines odeurs. Les familles riches qui pouvaient se permettre de se laver en privé prenaient soin de ne pas afficher leurs habitudes d'hygiène, de peur d'être accusés de vanité ou d'extravagance. Ironiquement, c'est sûrement cette peur de l'eau qui a contribué à la propagation de certaines maladies graves. Oui, parce que le nettoyage à sec, ça n'a pas empêché la propagation de certaines bactéries. Le bain a été de nouveau largement accepté seulement au 19e siècle, lorsque les réformes de santé publique et les progrès en matière d'hygiène ont contribué à inverser des siècles de croyances erronées. Enfin, ça n'empêche pas qu'encore en 1935, donc il y a moins de 100 ans, à Boston aux États-Unis, c'était encore interdit de prendre un bain. Ouais, vous avez bien entendu. Le conseil municipal avait tout simplement décidé que c'était pas hygiénique et qu'apparemment ça nécessitait une ordonnance du médecin pour pouvoir avoir le droit de se baigner chez soi. Heureusement, ça a changé. Marcher la nuit. Dans le Japon féodal, marcher la nuit c'était considéré comme une activité dangereuse, une activité réservée aux criminels, aux assassins et aux parias. Les patrouilles de samouraïs appelées Doshin imposaient un couvre-feu strict et les roturiers qui s'aventuraient dehors après la tombée de la nuit sans autorisation pouvaient être arrêtés, voire même exécutés. La nuit, c'était considéré comme le domaine des yakuza, des ninjas et d'autres personnages de l'ombre, et rester à l'intérieur après le coucher du soleil était essentiel pour maintenir l'ordre social et la sécurité. La peur des crimes nocturnes était si intense que des villages entiers fermaient leurs portes à la tombée de la nuit, ne laissant que quelques individus de confiance comme les samouraïs patrouiller dans les rues. Bon, en réalité, cette loi ne servait pas seulement à contrôler la criminalité, mais aussi la population, ou tout du moins ses mouvements. En fait, la classe dirigeante voulait tout simplement s'assurer que les paysans, par exemple, restent concentrés sur leur travail quotidien et que la nuit, ils soient chez eux, plutôt que de pouvoir bouger librement et se rejoindre pour faire des réunions pour renverser les gouvernements. Ben oui, il fallait pas risquer qu'ils deviennent rebelles après la nuit. Si les rues japonaises sont aujourd'hui réputées pour leur sécurité nocturne, ce n'était pas toujours le cas et marcher de nuit à l'époque féodale était une entreprise vachement risquée. Et on a vu ce même type de couvre-feu naître un peu partout dans le monde, comme par exemple à la même période en Angleterre, il y avait aussi un couvre-feu. Mais dans le cas des Anglais, ça ne concernait pas que les humains. Si tu avais un chat et qu'il sortait après la nuit tombée, tu pouvais te prendre toi directement une amende. T'imagines, tu pouvais te faire enfermer à cause de ton chat. Boire du café. Au début du XVIIe siècle, le sultan Mourad IV de l'Empire ottoman adopta une proposition ferme sur les vices publics, notamment la consommation de café. Les cafés étaient devenus au centre de la vie sociale des gens. On s'est réunissait autour d'un café pour discuter de la vie personnelle, de philosophie, d'études, etc. et aussi de politique. Et c'est ça
qui a fait que le sultan Mourad ne voulait pas que les gens se réunissent. Il craignait que les discussions dans les cafés ne conduisent à des troubles politiques. En conséquence, il a tout simplement interdit le café, ainsi que l'alcool et le tabac, et imposa de lourdes sanctions à ceux qui s'y livraient. Apparemment, le sultan aurait pris lui-même la main sur l'interdiction de tout ça et se balader dans les rues, incognito, pour être sûr que les gens respectaient bien sa loi. Comme ça, avec ses équipes, il pouvait débusquer les cafés clandestins et faire condamner tout le monde, et c'était pas juste une tapote sur les doigts. Heureusement, à la fin de ce siècle, l'interdiction fut levée, et le café retrouva son statut d'élément social, de boisson du peuple. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, la Turquie elle-même est connue mondialement pour sa culture forte du café. Et c'est marrant comme le fait que les interdictions, et surtout les interdictions de trucs quand même plutôt bénins dans la société, qui n'avaient pas vraiment beaucoup de valeur, visaient surtout à rassurer les pouvoirs en place, pour pouvoir s'exercer en toute tranquillité sans qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, remettre en question leur légitimité. T'imagines toi si, de nos jours, allez, disons en 2025, il y a un mec qui était élu, et qui faisait en sorte que les études scientifiques deviennent caduques s'il y avait certains mots qui étaient utilisés. Ce serait fou si, en même temps, cette même puissance, qui est quand même une des plus grosses puissances mondiales, supprimait des pans entiers de l'histoire scientifique de ces dernières années parce qu'il n'aime pas les mots employés et parce qu'il n'approuve pas, lui, personnellement, ce qui est dit dans ses études. Ce serait fou, là, juste pour pas perturber son existence, là. Ce serait fou. Bref, on passe à la dernière slide. Porter des pantalons. Et pour ce dernier point, nous allons passer à notre doux pays, pas du tout rongé par les dogmes du patriarcat et le contrôle des femmes, et surtout de leur corps. Bref, en France, au 19e siècle, une loi étrange interdisait aux femmes de porter des pantalons sans autorisation de la police. Cette loi promulguée en 1800 faisait partie d'une initiative visant à renforcer les rôles traditionnels des sexes, les pantalons étant considérés comme une tenue exclusivement masculine. Les femmes étaient censées porter des jupes ou des robes en public, et celles qui défiaient la loi pouvaient être condamnées à une amende ou même être arrêtées. Les seules exceptions, ça pouvait être les femmes qui exerçaient des métiers physiquement exigeants, comme l'équitation ou le travail à l'usine. Mais elles devaient quand même demander une dérogation et un permis spécial, comme votre permis de conduire, mais là c'est pour porter un pantalon. Au fil du temps, la loi est devenue moins strictement appliquée. Et heureusement, mais par contre, le plus fou, c'est qu'elle était toujours en vigueur jusqu'en 2013. 2013, il y a 12 ans. Voilà. Bien que la loi était rarement appliquée à notre époque moderne tout du moins, ça rappelle à quel point les normes de genre sont profondément ancrées dans l'histoire du pays. Et on peut pas dire que ça aille forcément en s'arrangeant vu la place que prennent les réacs nostalgiques de cette époque qu'ils n'ont pas forcément connue sur tous les plateaux télé et les médias. Quoique je dis ça, mais il y a leurs dignes vérités sur internet qui se prennent pour des mal alpha. Enfin bon, l'histoire nous montre qu'il y a toujours des petits hommes en manque de reconnaissance qui veulent faire appliquer leurs lois pour ne pas être remis en question, quitte à enfermer les gens dans des restrictions pour imposer leur pouvoir. Mais rassurez-vous, car cette même histoire nous montre également que chacun de ces hommes provoque leur propre chute par le fait qu'ils fassent naître des révolutions à leur encontre, qui sont finalement dans toutes les parties de l'histoire des avancées sociales majeures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, de commenter, de dire si vous avez un sujet en tête qui pourrait vous intéresser. Et d'ici là, moi je vous dis salut.